L'homme est un chercheur inné. Son envie de découvrir s'étend de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Les plus grands d'entre eux et leurs contributions bénéfiques à l'humanité sont reconnus par le prix Nobel. Le prix Nobel de chimie pour l'année 2016 a été attribué au français Jean-Pierre Sauvage, qui partagera son prix avec Fraser Stoddart et Bernard Feringa. Ils ont été récompensés pour la conception de machines moléculaires grâce à leurs excellences dans le domaine de la chimie supramoléculaire. Ce mot qui peut paraître à première vue effrayante n'est finalement qu'une extension de la chimie moléculaire. Une molécule étant une entité formée par des atomes liés par des liaisons dites covalentes, un électron de chaque atome est partagé avec un autre, la chimie supramoléculaire s'intéresse aux assemblages supramoléculaires qui sont des entités formées par deux ou plusieurs molécules maintenues entre elles par des liaisons dites non covalentes. L'existence de ces assemblages supramoléculaires a été mise en évidence par le français lauréat du prix Nobel de chimie 1987, Jean-Marie Laine. Le concept de machine moléculaire est une branche plus récente de la chimie supramoléculaire qui consiste non seulement de créer des assemblages supramoléculaires complexes, mais également de pouvoir contrôler leur mouvement à l'aide d'un signal extérieur. Ce genre de machines moléculaires artificielles peuvent avoir plusieurs applications, comme le stockage d'informations ou l'accomplissement d'une action mécanique. Oui, on s'intéresse ici aux machines moléculaires artificielles, car saviez-vous que des machines moléculaires naturelles existent déjà dans notre corps ? Plusieurs processus biologiques vitaux de notre corps est assuré par différents types de machines moléculaires, dont la synthèse des protéines à partir des codes génétiques. En 2013, un chercheur britannique appelé David Lee s'est demandé s'il sera possible de synthétiser une machine moléculaire qui sera capable de mimer ce processus biologique. Cette machine moléculaire sera-t-elle aussi efficace que la nature pour la synthèse des protéines ? Découvrons-le ensemble sur QuickChem. L'information génétique est supportée par l'ADN qui se trouve dans le noyau des cellules. Elle est dans un premier temps transcrite en ARN messager, qui sera capable de transporter ce message dans le cytoplasme où intervient le processus de traduction, durant lequel l'information apportée par l'ARN messager permettra d'assembler une série d'acides aminés ordonnés appelés peptides ou protéines. Cette étape de traduction est assurée par une machine moléculaire biologique, le ribosome. Le ribosome est constitué de deux sous-unités. La petite sous-unité du ribosome se fixe d'abord sur l'ARN messager, puis il sera suivi par la grande sous-unité. Le ribosome fait la lecture de l'ARN messager. Par la suite, l'acide aminé correspondant au code qui est lu sera apporté par l'ARN de transfert. L'ARN de transfert va entrer dans la grande sous-unité et se fixer à l'ARN messager. Un nouveau code est lu. L'acide aminé correspondant est apporté par un nouveau ARN de transfert qui va se fixer dans la grande sous-unité. L'acide aminé porté par l'ancien ARN de transfert va effectuer une liaison covalente avec celui porté par le nouveau ARN de transfert. Cette liaison est appelée liaison peptidique. Le ribosome se déplace et l'ARN de transfert vide se détache. Et ainsi de suite, ce processus continuera jusqu'à ce que l'ARN messager donne le signal d'arrêt et ainsi sera formé un peptide ou une protéine. Comment David Lee va-t-il donc entreprendre pour trouver une machine moléculaire capable de mimer cette activité biologique ? David Lee commença par chercher une machine moléculaire artificielle qui pourra mimer le mode d'action mécanique du ribosome. Que durant la synthèse peptidique, le ribosome, qui est une grosse molécule, défile le long de l'ARN messager, qui est une molécule linéaire. Il choisit une structure supramoléculaire appelée rotaxane, qui a été découvert par l'un des lauréats du prix Nobel 2016, Fraser Stoddart.
Un rotaxane est un assemblage supramoléculaire qui est principalement constitué de 3 parties importantes pour son bon fonctionnement. Une série de molécules linéaires formant un axe, un macrocycle, autrement dit une macromolécule issue d'une cyclisation sur elle-même formant une cavité, un stopper, une molécule plus large que le macrocycle, qui sera insérée dans les deux extrémités de l'axe. Le macrocycle coulisse le long de l'axe et le stopper empêchera au macrocycle de se détacher. Donc, cet assemblage moléculaire accomplit la même action mécanique que le ribosome. Maintenant, il va falloir trouver un moyen à faire l'assemblage peptidique tout en accomplissant ce mouvement, car il est important de savoir qu'il ne s'agit plus du milieu vivant. Il n'y a ni d'ARN messager pour donner l'ordre d'enchaînement des acides aminés, ni d'ARN de transfert pour apporter ces acides aminés. Comment va-t-il entreprendre pour faire fonctionner cette machine de façon à effectuer une synthèse peptidique? David Lee a pensé à synthétiser l'axe du rotaxane avec les différents acides aminés fixés sur lui selon l'enchaînement qu'il souhaite obtenir. Chaque fragment de l'axe contenant un acide aminé se lie selon l'ordre qu'il souhaite à l'aide d'une réaction dite de click qui a l'avantage d'être biocompatible, très réactive et rentable et aussi écologique. Une fois l'axe contenant les différents acides aminés synthétisés, le macrocycle et le stopper sont ajoutés. Le stopper se lie également par une réaction click. Ici, contrairement au modèle classique de rotaxane, un seul stopper est utilisé. Au niveau du macrocycle, 3 acides aminés sont ajoutés qu'on va qualifier de bras cystéine, glycine, glycine. Ce dernier va se servir du résidu cystéine qui peut se lier à l'acide aminé qui se trouve sur l'axe de rotaxane pour le transférer sur le résidu glycine du bout. Ce mode de fonctionnement est similaire à celui de l'ARN de transfert. Cette réaction est qualifiée de ligation chimique native, une réaction largement utilisée pour la synthèse de peptides allant jusqu'à 20 acides aminés. Le macrocycle va donc répéter cette action à chaque fois qu'il rencontre un acide aminé qui bloque son passage. Une fois tous les acides aminés assemblés, l'absence du stopper va permettre au macrocycle de se détacher de l'axe. Par la suite, le macrocycle sera clivé pour obtenir un peptide composé de 6 acides aminés. David Lee a donc réussi à mimer l'action du ribosome à l'aide d'un rotaxane. Mais comment va-t-il faire pour s'assurer que ce procédé s'est bien déroulé à une échelle qui ne peut pas être directement observée? Il existe plusieurs techniques de caractérisation qui permettent de s'assurer qu'une molécule donnée existe ou pas. David Lee utilise dans un premier temps la spectroscopie RMN. La spectroscopie RMN permet d'estimer le nombre d'un atome donné présent au sein d'une molécule grâce aux signaux magnétiques émis par eux. Ensuite, une étude d'analyse permettra de faire l'attribution de chaque atome à son signal respectif. La RMN d'hydrogène, connue sous le nom d'RMN du proton, est la technique la plus couramment utilisée. Dans le cas du rotaxane, les signaux RMN obtenus confirment la présence d'un axe moléculaire dépourvu d'acides aminés et d'un macrocycle contenant une chaîne peptidique composée de 8 acides aminés. Donc on est sûr que notre peptide s'est bien formé, mais il faut également s'assurer que les acides aminés se sont enchaînés dans l'ordre imposé par l'axe du rotaxane et non de façon aléatoire. Pour cela, la spectroscopie de masse est utilisée. Cette technique permet de faire des coupures au niveau de chaque liaison peptidique pour créer différents fragments de molécules, et chaque fragment émettra un signal en fonction du rapport masse moléculaire sur charge. Les signaux obtenus pour le rotaxane sont superposés à ceux obtenus pour un peptide synthétisé par une méthode conventionnelle de synthèse peptidique contenant les mêmes acides aminés. On peut observer que tous les signaux se superposent. Cela indique donc que le peptide obtenu par le rotaxane est composé d'acides aminés enchaînés dans le même ordre que leur position sur l'axe du rotaxane. L'enchaînement peptidique souhaité a bel et bien été obtenu. Maintenant se pose la question d'efficacité. Fonctionne-t-elle aussi rapidement qu'un ribosome? Le temps moyen nécessaire pour effectuer une liaison peptidique à l'aide de cette machine moléculaire est d'environ 12 heures, alors qu'un ribosome peut effectuer 15 à 20 liaisons peptidiques par seconde. Il est donc évident que pour l'instant, cette machine moléculaire est très loin d'avoir une vitesse de synthèse peptidique comparable à ceux du milieu vivant. Néanmoins, ces travaux de David Lee ont été appréciés par le lauréat du prix Nobel 2016 Fraser Stoddart. Il a indiqué que l'idée de David Lee se dirige vers le bon chemin sur laquelle cette chimie est censée de se diriger, c'est-à-dire utiliser des molécules pour créer d'autres molécules. Un an plus tard, en 2014, David Lee a réussi à trouver un moyen pour améliorer le rendement des réactions de synthèse du rotaxane qui va passer de 30% à 53%. Durant la synthèse du rotaxane, au lieu d'ajouter le stopper avec l'axe du rotaxane contenant les différents acides aminés, le stopper sera d'abord ajouté avec un fragment de l'axe contenant un acide aminé, puis le reste de l'axe sera ajouté.
Cette stratégie de synthèse s'appelle rotaxane caping. Il est donc possible d'ajouter de façon efficace une quatrième acide aminé à la chaîne peptidique avec la même fréquence de 12 heures par liaison peptidique. Cela met en évidence la possibilité de créer des peptides plus longs en utilisant cette méthode dans l'avenir. Cette nouvelle approche de synthèse peptidique à l'aide d'une machine moléculaire reste, malgré sa faible vitesse de réaction, une approche très innovatrice. Mais à quoi peut servir cette innovation? Quelles sont ses applications? Il est important de savoir que le but principal de cette recherche est plutôt d'acquérir plus de connaissances dans ce nouveau domaine que d'en trouver immédiatement les applications pratiques. Il reste à voir comment cette chimie encouragée par le prix Nobel et faisant appel à la créativité des chercheurs va progresser et va apporter d'applications bénéfiques à l'humanité.